y a de la magie dans l'air. Créées avec amour, nos listes musicales romantiques vous séduiront. C'est l'ambiance parfaite pour une soirée en tête-à-tête avec l'être cher. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio. Nous sommes le lundi 16 juin. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bienvenue à l'émission, Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin. Oui, dernière semaine d'à la une pour cette saison-ci. On va finir ça en beauté ensemble, je l'espère, ce vendredi. Mais on est quand même juste lundi, alors on va faire tout le travail qui reste pendant la semaine. Quelques nouvelles en développement au cours des dernières heures pour vous. D'abord aux États-Unis, l'homme en fuite accusé d'avoir assassiné une élue locale du Minnesota et tenté d'en tuer un autre a été arrêté tard en soirée. Il y avait des centaines de policiers qui étaient déployés depuis samedi matin. On nous dit qu'il a été arrêté sans l'usage de la force, oui, bien qu'on parlait d'un homme armé alors qu'il était recherché par les policiers aux États-Unis. Sinon, si vous êtes dans la grande région de Montréal, reprise de la grève de la STM, Société de transport de Montréal, ce matin. Donc, il y aura du service durant les périodes de pointe du matin, du retour à la maison, en fin de soirée également. Et entre ça, c'est un service réduit à moitié. Donc, sachez-le, prévoyez vos déplacements parce qu'il y avait eu une pause dans cette grève, dans ces moyens de pression des syndiqués en raison du Grand Prix en fin de semaine. Grand Prix sur lequel on va revenir avec Olivier Pellerin dans les prochaines minutes. Sinon, Vincent Maisonneuve est à mes côtés. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Alors, on va se parler ensemble de ce conflit entre Israël et l'Iran. Les échanges de tirs se poursuivent en ce moment. Exactement. Rien ne semble laisser croire qu'il y aura apaisement. De nouvelles salves de tirs de missiles ont été lancés cette nuit. 8 morts du côté israélien. Du côté et en Iran, une vingtaine de cibles. Malgré les appels, la Chine qui lance un appel à l'apaisement, la situation demeure extrêmement tendue. Un embrasement régional sont bien réels. Le sujet va s'inviter certainement au sommet du G7 à Kananaskis en Alberta. Les dirigeants du monde commencent à arriver, des 7, mais les autres invités également. Et aujourd'hui, donc, les discussions, rencontres bilatérales prévues entre Donald Trump et Mark Carney, le premier ministre canadien. On va en reparler avec Jean-Philippe Robillard un peu plus tard à l'émission. Ce sera bien sûr au menu aujourd'hui. C'est une grosse journée en termes d'actualité. Alors, on va vous présenter tout ça dans les prochaines minutes. Pour l'instant, Véronique Méran est à mes côtés aussi. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Mon Dieu, quelle fin de semaine. Magnifique. Parfaite. Exactement. En tout cas, dans le sud du Québec, oui. C'était merveilleux. Presque à la grandeur de la province, c'était comme ça, une bonne partie de Copier-coller, l'Ontario s'il vous plaît, aussi. pour le reste de la semaine. Ben, ouais. Peut-être pas. J'aurais aimé. Mais on va commencer la semaine avec une belle journée aussi, sauf qu'on ajoute des degrés et on va commencer à ajouter un petit peu d'humidité aussi. Okay. Alors, c'est un scénario qui va se compliquer un peu cette semaine. Météo plus active, il y a 2 systèmes qui vont se succéder, du temps plus chaud, mais aussi du temps un petit peu plus nuageux et un humidex assez lourd, là, mardi, mercredi, jeudi, des humidex de 35, 37. Du temps collant, une semaine qui se terminera avec le passage d'un front, puis on ramènera du temps plus frais pour le week-end prochain. Mais d'ici là, aujourd'hui, la journée est quand même belle dans l'ensemble. Les températures vont grimper entre 25 et 28 degrés, un humidex près de la barre des 30, donc rien de trop alarmant aujourd'hui. Journée d'été qui se prend bien. À compter de la nuit prochaine, là, il y a des nuages qui vont commencer à s'infiltrer un petit peu, minimum qui resteront autour de 13 à 17 degrés. Et mardi, là, ce sera plutôt nuageux. Mais c'est pas rien de très bien structuré. Donc, oui, nuageux, mais nuageux à Montréal, nuageux vers l'Outaouais. Les Laurentides, l'Estrie, Québec, on aura un ciel variable. Et la probabilité d'averse, c'est du 30-40 %. Plus on avance en journée demain, plus elle sera élevée. Donc, mercredi, disons qu'on aura des averses à coup plus sûr. Mais vous voyez le temps un peu là, lourd, incertain, pas nécessairement une journée de pluie, des éclaircies, une petite averse. Oui, puis juste avant de souper dehors, là, quand tout le monde s'installe,
un petit plus de 15-20 minutes lui, pour tout après mouiller. ça, il refait beau. Ouais, La pratique de baseball a lieu. Tout le monde est mouillé. Alors, ça va être un peu ça le scénario cette semaine. Mais d'ici là, on commence ça avec une journée belle. Là. Le soleil est présent. Le cas de l'Abitibi, c'est la même chose. Soleil généreux aujourd'hui, ça ira jusqu'à 26. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, c'est du beau temps aussi. 23-25 degrés. Bas-Saint-Laurent, Saguenay, le Lac-Saint-Jean également. 19 à 22 sur la Côte-Nord et la Gaspésie. En territoire ontarien, variable sur la portion nord. Ça commence à s'ennuager vers Sudbury. Température dans la jeune vingtaine. Toronto-Windsor, 24-27 degrés. Un indice humidex au-delà de 30. Du temps plutôt nuageux avec éclaircies. On a encore une belle journée à venir à Ottawa. Le maximum, c'est 28. L'ennuagement va se faire plus tard ce soir. Et dans l'ouest, en général, c'est du temps variable dans l'ensemble. 19-20 degrés Vancouver, 23-24 vers Edmonton et Calgary. Sud de la Saskatchewan également, sud du Manitoba aussi. Probabilité d'averse, risque d'orage, 30-40 % en fin de journée. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin, bonjour. Bonjour. Grand Prix. J'attendais mon micro. Oui, c'est ça. Grand Prix du Canada, donc en fin de semaine, qui n'aura pas déçu les amateurs de F1 et en plus, sous une météo, sous un soleil resplendissant. Exactement. Donc, ça n'a pas déçu les amateurs qui étaient présents sur place au circuit Gilles Villeneuve. Ça n'a pas déçu aussi les organisateurs parce qu'on a évité la pluie, donc rien ne pouvait couler. Ouais. Oui, l'année passée, il y avait eu de l'eau dans les paddocks. Et ça n'avait pas plu aux dirigeants de la F1. Là, cette année, je pense que les gens étaient tout sourire à l'approche de cette course d'hier. Et les pilotes aussi, parce qu'il faisait beau, pas de pluie, donc rien vraiment pour gâcher la sauce dans cette journée extraordinaire. Et ça a été une journée extraordinaire pour George Russell, pilote chez Mercedes, qui partait en pole cette année et qui a maintenu d'ailleurs cette pole tout au long de cette course. Une course ponctuée par quelques dépassements, stratégie aussi, la gestion des pneus qui aura été au centre de cette course, mais aussi cet accrochage chez les McLaren. C'est probablement une des oppositions les plus intéressantes cette saison, les deux pilotes chez McLaren qui se battent pour savoir qui est numéro 1. Pour l'instant, le jeune Oscar Piastri qui a les devants face à Lando Norris et en fin de course au 67e tour, les deux étaient l'un derrière l'autre. Norris a tenté de dépasser vers la gauche. Il n'y avait plus de place. Il a accroché le muret et c'était terminé pour lui. Donc, McLaren qui a perdu de précieux points dans cette course hier. Et puis, le gagnant, George Russell, lui, a connu une très bonne course, une course rapide. Il a devancé Max Verstappen sur le podium. Kimi Antonelli aussi, son partenaire chez l'écurie Mercedes, a terminé 3e, premier podium pour le jeune pilote. Donc vraiment, ça a été un week-end complet pour Mercedes, pour McLaren, puis on passera à autre chose. Je vous invite d'ailleurs à écouter George Russell, qui était bien heureux après sa course d'hier et surtout la vitesse qu'il a pu avoir tout au long de cette course au Grand Prix du Canada. No, I felt really confident. I was quick when I needed to be. I felt good. It made up for last year where, for me, that was a victory lost. Il raconte que ça a été une course où il a pu être rapide lorsqu'il fallait être rapide et il a rappelé l'année 2024 où il était parti en pole du Grand Prix du Canada et malheureusement pour lui, il avait glissé au 3e rang derrière, entre autres, Max Verstappen qui avait remporté la course. Donc pour lui, c'était une belle revanche et très heureux de pouvoir aller signer cette première victoire de la saison. Belle fin de semaine aussi au tennis pour Gabriel Diallo qui remporte un premier titre en carrière. On a suivi son parcours au tournoi de Bois-le-Duc. Hier, il disputait la finale au Belge Zouzoubergs, une victoire qu'il a remportée en 2 manches de 7-5 et 7-6. Et Gabriel Diallo, comme ça, est allé décrocher son premier titre en carrière à 23 ans. D'ailleurs, il a fait un bond de 11 rangs au classement en simple chez les hommes. Il est maintenant 44e et ce sera une semaine encore chargée pour lui. Il vient tout juste de terminer hier son tournoi à Bois-le-Duc et il recommencera potentiellement demain, sinon peut-être mercredi, le tournoi de Queens, toujours sur pelouse, pour préparer ce tournoi de Wimbledon qui approche, autre tournoi majeur qui est dans le viseur ou sur le radar des joueurs de tennis à travers le monde. Et sinon, ce sera aussi très chargé pour d'autres Canadiens comme Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov qui seront au tournoi de Halle. Il y a aussi Leilani Fernandez qui jouera à Nottingham et Bianca Andreescu à Berlin. Donc, on aura beaucoup de tennis à se mettre sous la dent au cours de la prochaine semaine. Olivier, merci beaucoup. Un plaisir. Bonne journée. À vous aussi, au revoir.
Les tirs de missiles entre Israël et l'Iran se poursuivent pour une 4e nuit. Depuis vendredi, 24 Israéliens, 224 Iraniens ont perdu la vie selon les bilans officiels. Une situation qui ne semble pas vouloir s'apaiser. Les gardiens de la révolution, donc en Iran, ont promis de mener contre Israël, Vincent, des attaques toujours plus musclées, plus précises et plus destructrices. Voilà, de violentes explosions ont été entendues encore la nuit dernière dans certaines villes israéliennes. On pense à Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem notamment. Les sirènes ont également sonné pour prévenir d'une attaque en provenance du Yémen. On croit comprendre que la majorité des projectiles ont été interceptés par le système de défense d'Israël. Néanmoins, les attaques ont fait au moins 8 morts du côté israélien, en plus de faire des douzaines de blessés dans les dernières heures. Le ministre israélien de la Défense a déclaré cette nuit que les résidents de Téhéran allaient payer le prix pour les attaques menées par l'Iran la nuit dernière. La situation qui est vraiment loin de s'apaiser. On s'attend encore des ripostes du côté d'Israël. La force de défense israélienne semble d'ailleurs déjà avoir élargi ses cibles en visant des immeubles du gouvernement, des infrastructures énergétiques, des quartiers résidentiels aussi qui auraient été frappés du côté de l'Iran. Jusqu'à maintenant, les attaques israéliennes visaient des cibles militaires. On pense à un centre de commandement des forces d'élite israéliennes à Téhéran qui a été iranienne, à Téhéran. Oui. Qui a été visé. L'armée israélienne dit aussi avoir détruit le tiers des lanceurs de missiles sol-sol iraniens. 4 hauts gradés des services de renseignement iraniens qui ont été tués depuis vendredi. Certains des meilleurs spécialistes nucléaires iraniens qui ont été également ciblés par Israël. Bref, les frappes d'Israël visaient d'abord ces installations nucléaires, mais certaines images suggèrent que des sites nucléaires stratégiques en Iran ont été détruits. Il y a un spécialiste, par contre, cité par Le Monde ce matin, qui dit douter que le programme nucléaire iranien soit significativement endommagé puisque Israël aurait été incapable de détruire les installations profondément enfouies dont dispose l'Iran. Oui, c'est ça, c'est creux sous terre, ces installations, effectivement. Il y a la Chine qui appelle Israël et l'Iran à prendre immédiatement des mesures pour apaiser les tensions. Oui, afin d'éviter que la région sombre dans une forme d'instabilité encore plus accrue et pour aussi créer des conditions là, pour un retour au dialogue. Et à la demande de la Chine, de la Russie et du Venezuela, l'Agence internationale de l'énergie atomique va se pencher sur les répercussions des attaques contre les installations nucléaires iraniennes. Sur le front diplomatique, l'Iran demande aux Européens d'intervenir pour faire cesser ces attaques israéliennes. Le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré que l'Allemagne, la France, l'Angleterre auraient dû condamner très clairement, dès le départ, les actions d'Israël. Il y a un ancien diplomate israélien qui dit que tous les espoirs d'un retour au dialogue ou d'apaisement reposent maintenant sur les épaules de Donald Trump. Que fera le président américain? Il y a un sénateur démocrate qui entend déposer aujourd'hui un projet de loi pour empêcher que le président lance les forces américaines contre l'Iran sans l'autorisation du Congrès. Bref, Israël qui semble d'un côté déterminé à poursuivre les hostilités, l'Iran de l'autre qui répète que le pays va se défendre. Et là, vous avez le président iranien qui vient de prendre la parole en appelant à la population de son pays à demeurer unis pour faire face aux attaques d'Israël. Il n'y a aucun signe d'apaisement dans cette région du monde pour l'instant. Et il en sera certainement question à ce sommet du G7 qui commence aujourd'hui en Alberta ou qui a lieu véritablement aujourd'hui en Alberta à Kananaskis. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. On va poursuivre sur le même sujet parce qu'évidemment, ça retient l'attention un peu partout dans le monde. Marie-Jeanne Dubreuil est à Ottawa dans notre studio pour la revue de presse. Bonjour, Marie-Jeanne. Bonjour, Mathieu. Alors oui, effectivement, ces tensions entre Israël, ces échanges de tirs entre Israël et Téhéran, entre donc Israël et l'Iran, ça retient l'attention et il y en a beaucoup de questions dans les quotidiens ce matin. Oui, et si vous voulez poursuivre la réflexion, vous demandez où on s'en va avec tout ça, il y a une analyse dans Le Devoir qui pose la question carrément, où se dirige le conflit israélo-iranien. Donc, il y a des experts dans cet article-là qui décortiquent 6 scénarios probables. D'abord, la fin du nucléaire iranien, qui est complètement impossible, selon Thomas Junot de l'Université d'Ottawa. On nous dit que, oui, on peut détruire les infrastructures, c'est
c'est une chose, mais il y a carrément tout un bassin de connaissances en Iran qui, ça, va être difficile à détruire pour les Israéliens. On nous parle d'une possible intervention américaine, notamment pour aller chercher des bombes anti-bunkers. On a parlé d'à quel point ces installations-là sont creuses sous terre, mais pour des bombes anti-bunkers, Israël n'est pas équipé pour ça, donc il faudrait aller chercher des alliances, notamment avec les États-Unis. Et à partir du moment où on touche les intérêts américains, là, on pourrait voir une intervention américaine, selon les experts dans Le Devoir. On nous parle d'une possible chute du régime iranien. Ce serait le but d'Israël, selon Sami Aoun de la chaire Raoul Dandurand. Et ce serait pourquoi Israël évite les civils dans ces frappes-là. Ce serait pour soulever une rébellion populaire. On nous parle d'une possible chute économique en Iran, mais pas de Troisième Guerre mondiale, parce que pour ça, ça prend des alliances à travers le monde et pour le moment, c'est pas ce qui se dessine. Toutefois, vous l'avez mentionné, il va en être question de l'Iran au sommet du G7. Le Devoir nous dit même que ça va peut-être détourner l'attention sur d'autres situations, notamment celle à Gaza. On s'attend évidemment à des discussions houleuses au sommet du G7 et évidemment qu'on en parle dans les médias ici, mais même à l'international. Le Wall Street Journal qui dit, par exemple, qu'il y a une grande partie des discussions entre les dirigeants du G7 qui devrait porter sur le commerce, que malgré tout, on s'attend à une déclaration commune sur Israël et l'Iran. Donc, il pourrait y avoir ça comme déclaration commune parce qu'on sait que ce ne sera pas le cas pour tous les dossiers, disons. Et toujours à l'international, ce qui se passe aux États-Unis retient aussi l'attention. Oui, ça a été une fin de semaine mouvementée, comme l'écrit le Journal de Montréal. Et si c'était la Californie qui était sur toutes les lèvres la semaine dernière, c'est le Minnesota qui retient l'attention aujourd'hui avec cet homme qui est suspecté d'avoir tiré sur 2 élus démocrates et leurs partenaires respectifs. Il y a John A. Hoffman, un sénateur démocrate, et sa femme qui ont survécu, mais ça n'a pas été le cas de la représentante au Congrès, Melissa Ortman, qui est morte, ainsi que son mari. Et c'est en une des grands médias américains comme le New York Times, le Washington Post également, la police américaine qui a arrêté un homme de 57 ans hier. Et le correspondant du Globe and Mail à Washington indique que même si le président Trump a condamné ce geste de violence, ces attentats au Minnesota, c'est pas la première fois que ce genre de geste violent survient, que le président lui-même a été ciblé par des attentats dans le passé et donc que ça montre à quel point la violence est rendue courante aux États-Unis, selon ce correspondant-là. Et autre sujet d'importance aux États-Unis, c'est cette parade militaire qui a eu lieu du côté de Washington, qui a été quand même controversée, notamment par l'air nonchalant qui a été remarqué sur les visages des soldats qui paradaient, justement. Oui, et pas nécessairement une foule aussi nombreuse, en tout cas qu'attendu, des gradins qui étaient dégarnis par endroits. Et maintenant, Marie-Jeanne, en conclusion, au Québec, il est question des systèmes de santé et d'éducation ce matin dans les journaux. Oui, dans le Journal de Montréal, on parle des restrictions budgétaires qui ont été annoncées la semaine dernière par le gouvernement du Québec, qui étaient chiffrées à 510 millions de dollars. Mais selon ce qu'a appris le Journal de Montréal, ça pourrait grimper à près d'1 milliard de dollars. Ça dépasse les coûts administratifs. Et ça pourrait vouloir dire là, que même si on abolit tous les postes en centre administratif des centres de services scolaires, ce serait même pas suffisant pour se plier aux mesures d'économie exigées par Québec et donc qu'on devrait peut-être s'attendre à des compressions dans les centres qui vont toucher directement les écoles, les élèves, le personnel. Donc, ce sera à surveiller. C'est du côté du Journal de Montréal. Et dans la presse plus, ce matin, on nous parle d'hôpitaux modulaires. On voit beaucoup ça dans les écoles, mais là, on nous parle de l'Institut hôpital neurologique de Montréal qui réclame de Québec un bâtiment modulaire pour l'aider à rester là, à jour dans les soins qu'ils offrent aux patients. Et on nous donne l'exemple de l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal qui, lui, a construit un édifice modulaire en attendant de pouvoir agrandir son hôpital. Et ça fonctionne bien. On nous donne un exemple positif du côté de la presse plus. C'est à lire ce matin. Merci Marie-Jeanne. Bonne journée. Alors oui, les dirigeants des pays du G7 sont arrivés à Kananaskis en Alberta où s'ouvre donc ce sommet. Le premier ministre canadien Mark Carney souhaite que sa rencontre se concentre sur les questions économiques, mais évidemment, et on en parle depuis le début de l'émission, que cette flambée de violence entre Israël et l'Iran va s'imposer comme une priorité dans les discussions. Jean-Philippe Robillard se joint à nous. Bonjour Bonjour Mathieu. Alors effectivement, ce matin, ou en tout cas dans les prochaines heures, il y a ce tête-à-tête également important et qui sera suivi de près entre
Mark Carney et le président américain Donald Trump. Oui, c'est une rencontre importante, Mathieu. C'est une rencontre, on pourrait même qualifier de cruciale pour le premier ministre canadien. Donc, où les deux hommes, donc le président américain et le premier ministre canadien, vont tenter, Mathieu, de faire avancer les négociations sur les tarifs douaniers. Pour le premier ministre canadien, c'est un tête-à-tête, comme je vous disais, important. D'autant plus que juste avant de s'envoler pour l'Alberta, le président américain, Mathieu, a montré de l'ouverture. Il a laissé entendre qu'il y aurait de nouvelles ententes commerciales de signer pendant le sommet du G7. Est-ce qu'il parlait du Canada? Il faudra voir, mais en coulisses, là, les délégations canadiennes et américaines l'ont vraiment multiplié les échanges au cours des derniers jours. Il y a même eu hier, là, semble-t-il, des pourparlers de dernière minute pour tenter de conclure un accord économique et sécuritaire entre les deux pays et ainsi mettre fin aux tarifs là, qui touchent, entre autres, le Canada. Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc, lui, Mathieu, vraiment, il garde espoir qu'il y ait une entente pour mettre fin aux tarifs douaniers imposés par les Américains. On l'écoute. On aurait aimé avoir une entente avant le G7. Alors, moi, j'espère qu'on va continuer le progrès, mais on ne va pas arrêter de faire le travail qui s'impose jusqu'à ce que ces tarifs douaniers sont levés entièrement. Jean-Philippe, par contre, et on le disait, ce qui risque d'alimenter beaucoup les discussions, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient. Oui, ici, comme Canadiens, évidemment, on va beaucoup regarder ces négociations entre Trump et Mark Carney pour le commerce, le tarif, les tarifs. Mais oui, cette flambée de violence entre l'Iran et Israël et les craintes, Mathieu, d'une escalade du conflit entre les deux pays, ça sera au cœur des discussions. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé le premier ministre britannique alors qu'il rencontrait Mark Carney. On l'écoute. Obviously, the conflict with Israel and Iran is centerpiece. Oui, donc le premier ministre britannique, Keir Starmer, qui affirme que le conflit donc entre Israël et l'Iran, ça sera au cœur de ce sommet, au cœur des discussions du G7. Et selon lui, il faut que les pays membres de l'organisation s'entendent pour éviter une escalade militaire de la région au Moyen-Orient. Alors, il faudra voir donc si les leaders du G7 vont être capables, Mathieu, de s'entendre, d'avoir une position commune dans ce dossier-là. Ce ne sera pas évident. Déjà que le président américain, Trump, n'a pas exclu une participation américaine dans les pourparlers, mais qui affirme même que le président russe Vladimir Poutine souhaite jouer un rôle de médiateur dans ce conflit-là. Et ça, c'est une proposition, évidemment, là, qui risque de créer des tensions quand ce dossier-là va être abordé aujourd'hui au G7 en Alberta. Déjà, il y a le président français Emmanuel Macron là, qui a rejeté cette proposition-là. D'ailleurs, comme hôte du G7, en terminant, le Canada vraiment qui tente de diminuer les attentes sur l'unité des pays membres qui a déjà annoncé, avant même le début du sommet, qu'il n'y aurait pas cette fois-ci de communiqué final conjoint entre les pays. Oui, c'est ça. Peut-être des communiqués sur certains accords, certains éléments, mais pas un grand communiqué de plusieurs pages, là, comme on voit généralement à la fin de ces Et on veut sommets. éviter ce qui est arrivé à la Malbaie. Aussi, où on se souvient, Donald Trump, dans l'avion, avait torpillé aussi cet accord ou cette entente. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On va suivre ça aujourd'hui. Bonne journée. Alors oui, évidemment, ce sommet du G7 va faire partie de ce que l'on va surveiller. Je vous rappelle, si vous êtes dans la grande région de Montréal, reprise des moyens de pression à la STM, donc du service dans les périodes de pointe du matin, du retour en toute fin de journée également tard. Mais entre ça, il y aura du service, mais service réduit à 50%. Donc, sachez-le pour vos déplacements. Également, la situation entre l'Iran et Israël également va faire partie de ce que l'on va surveiller aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Bon lundi, bon début de semaine. Je vous retrouve dans les radiojournaux. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes.